Et puis on va sans plus attendre commencer par la première présentation par deux experts que vous connaissez probablement tous sur le débriefing. Le docteur Véronique Delmas, qui est médecin urgentiste au CH Le Mans, si j'ai bien compris, et le docteur Cédric Basquin, qui est médecin anesthésiste réanimateur à Rennes. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors, bienvenue pour ce retour sur le débriefing. L'idée, c'était de pouvoir faire un petit point d'étape sur le débriefing, qui est une technique qu'on utilise du coup à la fois en simulation, mais aussi aujourd'hui sur les CESU beaucoup. Et l'idée, c'était de vous faire un retour au nom de la Sofra-Sims. Donc moi, je suis Véronique Delmas, je suis membre du comité compétences formateurs à la Sofra-Sims. Et moi, Cédric Basquin, donc je suis membre du comité pédagogique de la Sofra-Sims, et Véronique et moi faisons tous deux aussi partie du groupe Facteurs Humains en Santé. On va essayer de reprendre un petit peu des bases, vous allez voir, et puis surtout on va essayer de vous apporter quelques techniques qu'on a ciblées qui nous paraissent être assez utiles en situation justement de débriefing, alors soit dans des temps contraints, soit dans des débriefings avec des gros volumes d'apprenants, puisque souvent sur les formations FGSU, c'est la problématique. Alors la définition du débriefing, c'est une réflexion qui va être guidée ou facilitée durant un cercle d'apprentissage expérientiel. Et le principe, c'est une participation active des apprenants avec l'aide du formateur pour essayer de faire progresser les apprenants en les aidant à identifier finalement leurs écarts de performance et améliorer ainsi à la fois leurs connaissances et leurs compétences. Petite distinction avec le feedback qui lui va être plutôt un processus unidirectionnel. C'est vraiment le nourrir en retour, c'est-à-dire que je vais faire un transfert d'informations vers mon apprenant, mais il n'y a pas de réel échange, alors que le débriefing, c'est vraiment, en fait, notre apprenant va nous dire quelque chose, nous on va rebondir dessus, et c'est vraiment du bidirectionnel, alors que le feedback va être plutôt unidirectionnel. Il y a plusieurs techniques et structures de débriefing. Un des articles phares, nous en simulation, c'est cet article du coup de 2016, qui reprend finalement tous les types de structures de débriefing. Alors, on a été plutôt sympa parce qu'en plus, il est tôt, il y a eu la soirée hier, on sait que vous êtes fatigués et on a décidé de ne pas vous faire tout le catalogue des structures de débriefing. Il en existe plein. Et en plus, cet article, il date déjà d'il y a quelques années et la pédagogie en simulation a beaucoup évolué. Donc, on a décidé un petit peu de simplifier le message et juste de vous montrer que oui, il y a plein de techniques, mais on va essayer de revenir sur l'essentiel. La première chose, quand on se pose la question de comment débriefer, je pense, avec Cédric, on en a beaucoup parlé, c'est déjà de distinguer quelle va être ma structure de débriefing et quelles vont être les techniques de débriefing. Et souvent, il y a confusion de genre. On parle de structure pour les techniques ou de technique pour les structures, et c'est quand même deux entités qui sont bien différentes. La structure, vous allez voir, c'est assez simple. Elle a été définie dans plusieurs articles et surtout par nos recommandations de bonne pratique en simulation en 2012. Et l'idée, c'est de faire un débriefing qui se structure en 3 étapes, avec une première étape sur les réactions ou le ressenti, une deuxième étape qui va être sur la phase d'analyse, et puis ensuite une phase de synthèse. La phase de ressenti, vous le savez, l'idée c'est vraiment de faire une décharge émotionnelle pour que nos apprenants puissent ensuite être dans un climat vraiment de réflexion et d'apprentissage. La phase d'analyse peut se mener de plusieurs manières avec plusieurs techniques de débriefing et va permettre d'aller chercher un petit peu la boîte noire de notre apprenant, d'essayer de comprendre ses raisonnements, ses intentions derrière ses actions pour le faire progresser. Et la phase de synthèse, alors souvent dans le guide de l'HAS, il est écrit que c'est pour faire le point sur ce qu'il pense avoir appris. Mais l'idée, c'est aussi de mettre en valeur ce qu'il sait et ce qu'il maîtrise, donc les compétences qui sont acquises et les compétences qui peuvent être améliorées. En termes de technique, on pourrait en parler des heures. On a ciblé celles qui nous paraissent le plus pertinentes pour vous sur les CESU. La première que moi je voulais vous présenter, c'est une technique qui s'appelle l'approche plus delta. Et l'avantage, c'est une technique qui va être très simple quand j'ai pas beaucoup de temps, quand j'ai des volumes d'apprenants qui sont très très nombreux et qui va me permettre de faire évoluer les apprentissages à la fois en évaluant une performance collective ou une performance beaucoup plus technique. Donc en fait, globalement, c'est une technique de débriefing qui s'applique à tout type de performance, d'évaluation et du coup qui va être adaptée à toutes les situations.
Son avantage, c'est que c'est un concept qui est assez facile à comprendre et surtout qui est hyper simple d'utilisation. Pour vous montrer une utilisation de ce que ça peut rendre, finalement, c'est une double approche. Je vais poser un tableau avec mes apprenants pour essayer de faire un petit peu de remémoration mémorielle de ce qui s'est passé. Et on va aborder le débriefing avec 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qui s'est bien passé dans la situation que vous venez de rencontrer. Et donc, c'est les plus, et les apprenants vont pouvoir détailler tout ce qui s'est bien passé. La deuxième, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment et pourquoi? Et c'est là où la phase réflexive va commencer, puisqu'ils vont nous faire tout leur delta, donc tous les écarts de performance, et on va aller analyser avec eux ces écarts de performance, comme on va aller analyser aussi les performances qui sont positives, pour essayer de comprendre pourquoi ces performances elles étaient efficaces, et du coup garder les bonnes pratiques, et à l'inverse, pourquoi il y avait un écart de performance, et du coup faire évoluer leurs pratiques. Donc vous venez de voir avec Véronique 2 techniques. Donc premièrement le feedback directif qu'on connaît tous. Vous venez de voir le delta plus et moi je vais vous parler d'une 3e technique qui est peut-être un peu moins connue, surtout en CESU, c'est la facilitation dirigée, qu'on appelle aussi argumenter, interroger. Donc elle fait appel à quoi? En fait, vous devez vous mettre en tant que formateur dans un rôle d'enquêteur cognitif. Pourquoi? Pour favoriser l'apprentissage réflexif. Et on va appliquer ce qu'on appelle le principe du good judgment. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un jugement, lorsque vous allez être en face de vos apprenants, qui doit avoir un message clair, transparent, efficace, bienveillant et surtout respectueux. Et ça doit être réciproque. Et le principe de ce good judgment, c'est basé sur la curiosité. Donc on dit ce qu'on pense, on maintient une bonne relation, sans humiliation et appuyé bien sûr sur un référentiel. Et une des choses les plus importantes, ça vous le savez, c'est d'assurer à vos apprenants une sécurité psychologique, encore appelée safe container. Alors comment ça se passe, une facilitation dirigée? En fait, une première phase où là, le formateur introduit et oriente. Donc j'aimerais parler de, par exemple, le moment des compressions thoraciques, une fois le diagnostic d'arrêt cardio-respiratoire effectué. Ensuite, vous allez observer les faits, les descriptions, et donc vous allez dire ce que vous avez observé. Donc à l'inverse du delta plus, où là c'est l'apprenant qui va relater son écart de performance. Donc j'ai constaté que les compressions thoraciques n'étaient pas assez, par exemple, profondes et pas assez rapides. Ensuite, après cette phase, vous allez donner votre opinion. Je pense que ce défaut de compression, cet écart de performance, peut avoir un retentissement sur les organes nobles du patient. Et après arrive la phase d'interrogation-question, où là c'est très important, il faut faire des questions ouvertes. Donc c'est que pensais-tu à ce moment-là, quand tu as réalisé les compressions? Comment est-ce que toi tu le vois, cet écart de performance? Et après il faut faire ce qu'on appelle une écoute active. Donc un des principes de l'écoute active, c'est de vraiment être à l'écoute, et nous de reformuler. On reformule ce qu'on pense avoir compris de l'apprenant. Parce que nous aussi on peut avoir des écarts de compréhension avec ce qu'il est en train de nous dire. Donc on vient de vous présenter 3 techniques, après vous allez me dire laquelle utiliser. S'il en existe plus d'une quinzaine là décrites, laquelle nous on va utiliser. Je vous propose une première approche. Premièrement, vous allez analyser la méthode, donc dans la méthode le temps disponible. Est-ce que j'ai une demi-heure, 1 heure pour faire mon débriefing? On sait que dans l'idéal, elle doit faire 2 à 3 fois la durée de votre scénario. Ensuite, est-ce que la justification de l'écart de performance est évidente? Est-ce que c'est facile à montrer les compressions? Oui, on a un mannequin qui nous permet d'objectiver la profondeur, donc ça c'est assez évident. Ensuite, les choix objectifs pédagogiques. Est-ce qu'on va plutôt vouloir traiter de la cognition, de la connaissance, traiter de la technique, ou alors traiter le comportement, les habiletés, les attitudes, où là c'est un peu plus complexe. Et on va devoir adapter une méthode qui s'y prête un peu plus. Ensuite, en fonction de notre public, de nos apprenants. Donc la perspicacité, la clairvoyance de nos apprenants. Est-ce que ce sont des apprenants qui arrivent facilement à percevoir leur écart de performance? Leur expérience clinique, est-ce que c'est de la formation initiale, de la formation continue, de l'expérience aussi en simulation? Des apprenants qui font de la simulation 5-6 fois par an, ça ne va pas être la même technique. Et enfin, le degré de participation de vos apprenants, et on parle de facilitation. Si vous avez un groupe de participants qui participent donc de manière assez facile, vous allez avoir, vous, une facilitation élevée. Votre rôle en tant que formateur va être facilité. Vous allez plutôt avoir un rôle de catalyseur et de facilitateur.
Si vous avez un groupe qui n'est pas trop parlant, pas trop causant, ça nous arrive parfois, à ce moment-là, vous savez que vous allez devoir passer une phase un peu plus d'enseignant actif et peut-être passer un peu plus sur du feedback directif ou du delta plus. Ensuite, vous-même aussi, comment est-ce que vous vous sentez? Et comment est-ce que vous êtes par rapport à vos connaissances des techniques et expériences? C'est sûr que si vous connaissez qu'une technique, vous n'allez pas pouvoir adapter votre méthode de débriefing. À combien de débriefeurs est-ce que vous allez être? Est-ce que vous allez faire du co-débriefing? Est-ce qu'il y a des experts qui interviennent? Et puis connaître aussi votre état de fatigue à vous. Vous voyez qu'en fonction du niveau de facilitation, le fait d'avoir un groupe qui est peu participant, vous devez un peu plus vous donner. Si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas bien vous-même, c'est important la connaissance de soi. On va en reparler à la fin avec Véronique. Là, je ne vais pas vous décrire, c'est une autre approche. Vous aurez les diapos. C'est l'approche des 5 W qui vous permet de pouvoir choisir une méthode et des techniques de simulation. Alors, comment faire? En pratique, vous voyez qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, que je vous ai cité au-dessus. Donc, pour choisir une de nos 3 techniques. Par exemple, si vous avez des participants apprenants qui ont une faible participation, qui ont peu d'expérience et qui ont peu de clairvoyance, mais vous allez plutôt choisir du feedback direct. À l'inverse, si vous avez des apprenants qui sont motivés, que vous avez du temps devant vous, qui ont une bonne expérience, qui sont bien clairvoyants, où la justification des cartes performance, par contre, elle n'est pas évidente. Vous avez besoin de plus de temps, d'aller interroger leur cadre cognitif, leur cadre interne. À ce moment-là, je vous propose plus de vous orienter vers de la facilitation dirigée. Et enfin, un intermédiaire qui marche souvent et qu'on utilise la plupart du temps, ce que vous a proposé Véronique, c'est le delta plus, qui est un compromis lorsque vous avez des contraintes de temps ou lorsque vous n'avez pas été formé à la facilitation dirigée. Et puis au final, le must, le top du top, c'est de maîtriser plusieurs techniques et d'être capable d'avoir une boîte à outils et de pouvoir piocher à l'intérieur même d'un même débriefing certains outils et certaines techniques pour vous adapter à votre public. Parce qu'on sait très bien, on travaille de plus en plus en pluriprofessionnel, on ne va pas avoir le même type d'apprenant. Donc avec un certain type d'apprenant, je vais faire plus de feedback direct, avec d'autres de la facilitation dirigée, si le temps me permet. Et donc ce qui est important, c'est d'avoir cette blending approche débrief, évoquée par Epic et Chang en 2015, dans l'approche Pearls. Donc, pour vous aider, on vous propose d'utiliser des outils. Donc il existe, là je vous ai fait référence à un ouvrage que je vous conseille, qui a été édité là, par la Sofrasims, la simulation en santé et le débriefing clé en main. Eh bien, il y a des fiches techniques, des aides cognitives qui vous permettent de vous guider lorsque vous commencez en débriefing. Mais vous avez aussi des grilles d'observation en tant que débriefeur qui vont vous aider à observer. On a beaucoup parlé pendant ces 3 journées de compétences techniques. Donc là, je vous ai mis un exemple de grille qui existe et par exemple qui va vous dire sur le premier versant, est-ce que l'équipement, est-ce que le monitoring a été effectué correctement sur le patient, le monitoring de SAT, de SCOP. Et puis vous avez aussi de même des grilles non techniques qui vous permettent d'observer les compétences non techniques de manière objective avec des cotations, comme là cet exemple, la Notex adaptée au trauma, publiée en 2010, qui sur le premier item, on peut le voir, s'intéresse au leadership, ici, et le deuxième sur la coopération, communication. Et ainsi, vous allez pouvoir coter et objectiver vos débriefings et vos écarts de performance pour les utiliser après dans le débriefing. Donc ensuite, les observateurs. Vous savez qu'il y a en simulation ou dans vos formations, il y a des apprenants qui participent au scénario et d'autres qui observent. Donc vous connaissez tous, on en a aussi parlé depuis 3 jours, l'apprentissage vicariant. Donc l'apprentissage vicariant, c'est le fait qu'un observateur observe les collègues, les pairs effectuer donc une prise en charge, et on sait qu'il y a un transfert et que l'apprentissage se fait aussi sur les observateurs. Alors on pensait ça, mais quelques études, notamment une multicentrique là, récente, a montré que finalement le transfert d'apprentissage n'était pas aussi évident que cela, et qu'il était intéressant. Donc d'autres études plus récentes ont montré qu'en donnant des objectifs à vos observateurs, que ce soit des objectifs à l'oral, je vous propose de plutôt observer les compétences non techniques, la façon dont ils communiquent, est-ce qu'ils utilisent la communication standardisée, sécurisée, ou alors utiliser, comme pour vous les avez en tant que débriefeur, d'utiliser des grilles d'observation. De même, il existe des grilles d'observation basées sur des aides cognitives. Donc là, c'est une aide cognitive de la SFAR sur l'hyperthermie maligne. Vous confiez cette grille
à des apprenants et eux, ils doivent cocher ce qui a été fait ou pas correctement pendant la prise en charge. Ça va permettre d'objectiver par les observateurs les écarts de performance et pareil pour des grilles de compétences non techniques adaptées aux observateurs, donc un peu plus simplifiées. Et ça, on sait qu'en faisant ça, on récupère un niveau d'apprentissage similaire quasiment aux participants, à ceux qui sont mis en action. Donc je vous conseille, donc on édite tous les 2 mois un bulletin pédagogique à la Sofrasim. C'est d'ailleurs le dernier bulletin pédagogique. Eh bien, c'était cette thématique. Quelles implications des observateurs dans leur apprentissage et exemple de la grille d'observation. Donc c'est gratuit, c'est sur le site de la Sofrasims et je vous invite à les consulter. Ça fait partie de votre formation continue. Vous y avez accès. Enfin, ma conclusion pour ma partie, les messages clairs à retenir pour moi, c'est qu'un, il faut vous positionner toujours en enquêteur connectif, même si vous faites du feedback direct. Il est important de savoir quand même pourquoi la personne a effectué cette action. Deuxièmement, ayez une boîte à outils avec plusieurs outils à disposition pour pouvoir les utiliser en fonction du public que vous avez en face de vous. Toujours favoriser l'apprentissage réflexif. Et enfin, un maître mot, c'est assurer la sécurité psychologique de vos participants en permanence à toutes les étapes de votre formation. Et je redonne la parole à Véronique. Alors, on a balayé beaucoup de compétences finalement, parce que pour pouvoir animer à la fois toutes ces techniques de débriefing, pour pouvoir assurer cette sécurité psychologique, pour aller en permanence être dans cet apprentissage réflexif, le formateur en simulation, il doit avoir plein de compétences. Quand j'ai commencé la formation de formateur en 2018, je me suis dit, mais finalement, c'est bien de former les formateurs, mais qu'est-ce qu'on attend d'eux et quelles sont les compétences qu'un formateur en simulation doit pouvoir avoir? Et je me suis amusée du coup à écrire la roue des compétences du formateur en simulation, alors qui est clairement inspirée de la roue des pilotes Air France, qui dans le domaine aéronautique ont travaillé là-dessus depuis pas mal d'années. Et en fait, vous voyez, donc il y a bien sûr des connaissances, c'est-à-dire qu'il va falloir connaître la pédagogie par simulation, il va falloir connaître les techniques de débriefing, oui, bien sûr. Il va falloir connaître les facteurs humains, on en a parlé hier, et puis l'expertise médicale dans laquelle on va intervenir, donc typiquement pour les soins d'urgence, par exemple. Ça, c'est la partie du coup en haut à gauche. Vous avez aussi toutes les compétences techniques, et c'est ça dont on a surtout parlé là avec Cédric, hein, qui va être effectivement de savoir gérer un briefing, savoir gérer un débriefing, savoir animer une séquence pédagogique complète de simulation, et puis savoir gérer un débriefing difficile. Et puis vous avez la partie qui est finalement la plus conséquente et qui pour moi est la plus intéressante à aller développer en tant que formateur. Alors il faut toutes les développer, hein, mais en tout cas on doit se concentrer là-dessus, c'est sur les compétences non techniques, puisqu'un formateur en simulation, je reprends l'idée de la boîte à outils, mais moi quand je débriefe, j'aime bien me dire que plus je vais mobiliser toutes mes compétences en termes de communication, de gestion de personnalité, de prise de décision, de conscience de la situation, est-ce que je suis capable de tout observer ou pas, ça va me permettre de pouvoir optimiser du coup la technique de débriefing. Et le message clé, c'est que pour débriefer, il faut se former de manière initiale bien sûr, mais aussi de manière continue, parce que cette boîte à outils, on doit la faire vivre en permanence. Voilà, la roue est accessible, et donc pour chaque compétence mère, vous avez ensuite des sous-compétences qui sont détaillées. Tu voulais parler du débriefing ? Et enfin, un petit coup de pub. On organise avec la Sofrasim, le comité pédagogique, un webinaire qui aura lieu le 30 novembre à 18h30. C'est gratuit, vous pouvez vous connecter. Je vous invite à scanner le QR code. Il reste encore quelques places pour venir assister à cette conférence d'une heure et demie. Merci de votre attention. Merci. Merci Véronique et Cédric pour cette belle présentation claire et concise sur le débriefing du coup en 2023. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? J'ai peut-être... Ah, une question. Quelqu'un en haut à droite. À gauche plutôt. À gauche pour vous, pardon. En haut à gauche. Bonjour, Eric Kiel du CESU 85. Je voulais savoir si le DASH pour vous était un outil indispensable d'évaluation des formateurs en simulation, et comment vous pouvez nous donner la recette pour l'utiliser de manière courte, concise et efficace. Merci.
Alors, courte, précise et efficace, ça va être compliqué pour le DASH. C'est une très bonne technique d'évaluation, malgré tout qu'elle a des limites. Donc, elle a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Son principal inconvénient, c'est effectivement que ça va prendre du temps. Son deuxième inconvénient, c'est qu'il faut bien le connaître. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir lu le guide de technique du DASH pour pouvoir demander à ses formateurs de s'auto-évaluer. Moi, je sais que dans ma pratique, je n'utilise pas l'hétéro-évaluation par les apprenants. Par contre, je l'utilise beaucoup en auto-évaluation et en hétéro-évaluation le soir en fin de formation. Mais par contre, je trouve que c'est pertinent que quand c'est associé à du débriefing de débriefing. C'est-à-dire que s'auto ou s'hétéro-évaluer avec des notes, c'est bien, ça nous permet de dépister certaines choses. Mais ce qui est intéressant, c'est de partir de ce DASH et ensuite de se dire, bah, OK, là, sur les écarts de performance, tu as été en difficulté, pourquoi? Et de faire un petit peu d'analyse réflexive, finalement, comme on le fait avec nos apprenants. Donc nous, on l'a mis en place sous forme de Google Forms. Après les formations, les formateurs sont obligés, et ça devient une habitude, une routine. On a traduit le DASH, on a respecté la trame, et sous forme d'auto-évaluation. Alors ça va assez vite qu'on a l'habitude. Il fait sa propre grille DASH. Comme ça, nous, on peut les analyser, et on fait un point de manière biannuelle avec eux sur leur progression. Et on pratique aussi l'hétéro-évaluation. Ils sont souvent à deux débriefeurs, et à la fin de chaque journée, sur le temps de retour, on est spécialisé dans l'in situ, et bien ils se font de l'hétéro-débriefing, l'autre note, et ça permet comme ça de progresser. Il y a une grande hétérogénéité. Et ce qui est intéressant, c'est la cinétique, et en tant qu'individu, c'est de voir comment on progresse dans le temps et quels sont les items qui vont être plus difficiles peut-être à acquérir et à développer. Bonjour, moi je voulais juste savoir si vous utilisiez la vidéo lors de vos débriefings, et si c'était le cas, est-ce que vous y voyez une réelle plus-value? Oui, moi je l'utilise clairement. Alors il faut un système qui est pertinent, qui ne nous fait pas perdre de temps, c'est la première condition. Et moi je l'utilise uniquement si ça répond à un objectif pédagogique et que ça va servir au débriefing. Sinon, pas besoin de vidéo. Je vais l'utiliser des fois sur des compétences très techniques, mais je vais aussi l'utiliser sur des compétences non techniques où je vais surtout utiliser des vues d'ensemble pour parler un petit peu du coup de la répartition, de l'organisation spatiale, de l'ergonomie, et puis pour la communication, sur la communication verbale et non verbale, où il y a une vraie plus-value, parce que du coup les apprenants se revoient et on peut les accompagner. Il faut faire attention à la sécurité psychologique par contre quand on utilise les vidéos. Donc moi je ne l'utilise pas. Par contre, ce que je fais maintenant, c'est que je leur propose, je leur demande s'ils ont envie de se revoir en action. Et une fois, ça m'arrive pas fréquemment, mais toute l'équipe, oui, nous, on a envie de se revoir. À ce moment-là, je fais des séquences très courtes, en sachant que vous savez très bien qu'il n'y a pas de niveau de preuve qui permet de prouver qu'il y a une amélioration des apprentissages lorsqu'on se revoit en utilisant la vidéo. Bonjour, c'est le docteur Signaté du CJU 973 de Cayenne. Moi, j'ai une question sur la première phase, la phase descriptive, où on fait ressortir un peu les ressentis émotionnels. Alors moi, je suis dans un département où il y a beaucoup de psychotraumatos, si je peux l'appeler comme ça. On a des plaies par arme à feu ou par arme blanche quotidiennement, parfois pluriquotidiennement. Il arrive que des apprenants aient été déjà confrontés, soit en tant que soit dans l'hôpital parce que c'est des soignants, soit en dehors de l'hôpital parce que ça les concernait directement. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des techniques pour gérer cette première phase-là lorsque le ressenti émotionnel de l'apprenant ressort de façon à ce qu'on ait des difficultés à assurer cette sécurité psychologique du groupe, de l'individu et du groupe. Merci. Donc ça, c'est intéressant, c'est une thématique qu'on a abordée hier dans notre atelier débriefing difficile, parce que ça peut amener sur un débriefing difficile l'aspect émotionnel. On n'est pas psychologue, on n'a pas de formation pour gérer les états de stress post-traumatique. Et pour moi, ça c'est mon point de vue, je pense qu'il est important d'avoir en amont ces renseignements. Donc nous, on a mis des prétests, des tests de ce positionnement, où on a une question assez ouverte qui leur demande s'il y a des choses difficiles qu'ils ont vécues, et pour essayer d'éviter d'arriver à cette situation. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'anticipation avec des prétests et des tests de positionnement. Et enfin, quand ça arrive, il ne faut pas, parce que ça peut prendre facilement 1 heure, si on veut revenir sur le traumatisme, il ne faut pas que ça nuise à l'apprentissage général du groupe. Et alors, il ne faut pas nier les émotions.
il faut la reconnaître et puis peut-être proposer d'en parler à un temps de pause, mais ce n'est pas le lieu pour traiter le PTSD, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses, Véronique. Tout à fait d'accord. Il faut vraiment entourer ces émotions. Hein. On est là pour les faire vivre des émotions, parce qu'on sait qu'ils apprennent mieux avec ces émotions, mais il faut aussi les cadrer et les accompagner pour qu'ils restent en sécurité. Effectivement, on ne peut pas partir sur cette phase de ressenti pour réanalyser tout le psychotrauma, c'est pas gérable. Mais par contre, il faut le prendre en considération. Il faut vraiment le clôturer dans la phase de ressenti pour pouvoir ensuite attaquer la phase d'analyse. Alors, il est 9h, donc on va passer. On vous remercie. Merci beaucoup. On peut encore les applaudir. C'est le bouton vert, c'est ça ?